Bonjour à tous, il est l'heure. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Marielle Saunoy. Alors, je vais juste vous présenter très brièvement son parcours pour vous dire un petit peu d'où elle vient. Alors, Marielle a fait sa thèse à Toulouse dans le laboratoire d'aérologie. Et puis ensuite, elle s'est envolée pour Boulder, où elle a fait un postdoc dans le National Center for Atmospheric Research. Donc là, elle a beaucoup étudié l'ozone troposphérique. Et puis ensuite, elle est partie dans le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, où elle s'est spécialisée plus spécifiquement sur le méthane. Et c'est du méthane qu'elle va vous parler aujourd'hui, avec le méthane dans l'atmosphère. Voilà. Donc je vais lui laisser la parole. Marielle, c'est à toi. Merci Robert. Merci à tous. Merci de m'avoir invité. Donc effectivement, je vais vous parler du méthane dans l'atmosphère. Le méthane, je peux en parler pendant des heures, mais je vais essayer de me focaliser là sur 3/4 d'heure. Je vais vous présenter sa surveillance, comment on le mesure, vous décrire quelles sont ses sources et une petite note positive à la fin, quelques mots sur les potentiels de réduction de ces émissions anthropiques. Donc tout d'abord, le méthane, alors c'est un gaz à effet de serre. J'imagine que vous le savez tous. Ici, je vous présente les concentrations de méthane. Elles ont pu être mesurées dans les carottes de glace ces deux derniers 1000 ans. Donc pendant très longtemps, c'était resté jusqu'à à peu près à 730 ppb. Et à partir de la période pré-industrielle, vous voyez que ça augmente en flèche. Et qu'en 2020, on a atteint à peu près 1880 ppb. Donc depuis la période pré-industrielle, le méthane a été multiplié par 2,6 dans l'atmosphère. Donc c'est cette forte augmentation des concentrations de méthane qui a contribué au réchauffement climatique que l'on connaît actuellement. Donc, le méthane, c'est le deuxième gaz à effet de serre après le dioxyde de carbone, qui est plus connu du grand public. Dans le dernier rapport du GIEC, il est montré que le méthane contribue en fait à peu près un tiers du réchauffement, du réchauffement climatique, sachant que ce réchauffement par l'effet de serre a été diminué par un effet de refroidissement des aérosols. La particularité du méthane, c'est on dit qu'il a un pouvoir de réchauffement global, qu'on appelle un PRG en français, à peu près 30 fois supérieur au CO2 sur un horizon de 100 ans. Ça veut dire que si vous prenez 1 kg de méthane, il va avoir un pouvoir de réchauffement équivalent à 30 kg de CO2 sur une période de 100 ans. Donc un fort effet sur le climat, mais aussi un effet sur la qualité de l'air et la santé, puisque le méthane est un précurseur de l'ozone, et l'ozone est un polluant, à la fois pour la qualité de l'air, et aussi il va diminuer le rendement des cultures et perturber certains écosystèmes. Et l'ozone troposphérique est aussi un gaz à effet de serre. Donc il y a une amplification du réchauffement climatique de fait de cette production d'ozone. De plus, le méthane va produire de la vapeur d'eau dans la stratosphère, qui lui aussi est un gaz à effet de serre. Donc on a des effets indirects sur le climat liés aux émissions de méthane. Ce qui est intéressant pour le méthane par rapport au CO2, le CO2 dans l'atmosphère, il va vivre des centaines d'années. Le méthane, lui, son temps de vie, c'est à peu près 10 ans. Donc c'est pour ça qu'on en fait une cible plutôt intéressante en termes de réduction du réchauffement climatique. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté l'évolution des concentrations sur 2000 ans. Ici, je vous présente l'évolution des concentrations sur les 4 dernières décennies, sachant qu'au début des années 80, on a pu commencer à mesurer le méthane de façon récurrente, continuelle, très fréquente, à différents points du globe sur des stations de surface. Et ici, je vous ai présenté les concentrations de méthane entre 1980 et ça s'arrête en 2017. En haut et en bas, c'est ce qu'on appelle le taux de croissance, c'est la quantité de méthane en plus dans l'atmosphère chaque année. Donc vous voyez que dans les années 80-90, le méthane a augmenté à peu près à 10-5 ppb par an. Il y a eu une stabilisation dans les années 2000. Les scientifiques ont cru qu'on était un petit peu sauvés, mais en fait pas du tout. Très rapidement, en 2006, c'est reparti à la hausse. C'est reparti à la hausse avec des taux de croissance relativement élevés. Donc ici, vous avez à peu près 5 ppb par an. Et donc, ce n'était pas si simple, et l'histoire continuait. Et récemment, on a
en plus de ça des mesures satellites. Et ces figures, c'est pour vous montrer les dernières années, 2020-2021, que j'ai entourées en rouge. Et vous voyez, 2020-2021, on est monté à des taux records de 15-20 ppb par an. Je ne vous en donnerai pas l'explication parce qu'on ne l'a pas totalement, mais la recherche continue. Mais effectivement, c'est important de comprendre ces variations de méthane dans l'atmosphère et pourquoi on a des signaux aussi forts actuellement. Donc on va simplifier la chose. On va simplifier l'atmosphère à un modèle en boîte, un modèle à une boîte. Donc on a notre boîte, c'est l'atmosphère. Et à la surface, on va avoir des émissions qui vont être issues de différentes sources. Je vous les expliquerai tout à l'heure. On va émettre du méthane dans l'atmosphère. Ce méthane, il a un temps de vie de 10 ans. Ça veut dire qu'il va être transporté d'un continent à l'autre, d'un hémisphère à l'autre, etc. Et au cours de son transport, il va subir en particulier des réactions chimiques dans l'atmosphère, donc ce qu'on appelle des puits atmosphériques. Donc le méthane va être oxydé par 3 radicaux, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a une petite partie qui va être absorbée aussi par les sols dans certaines régions. Quoi qu'il en soit, la variation du méthane dans l'atmosphère, c'est tout simplement, si on considère notre boîte, la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. S'il en rentre plus que ce qui sort, la concentration augmente, et si c'est l'inverse, la concentration diminue. Donc il est important de comprendre ce qui rentre et ce qui sort, c'est-à-dire de pouvoir estimer les émissions, les différentes sources, les puits atmosphériques et l'absorption par les sols. Et dans tous les cas, ce qu'on observe dans l'atmosphère, ça résulte vraiment du déséquilibre entre ces sources et ces puits. Et si on veut comprendre les variations, il faut comprendre les sources, les puits, mais aussi les variations de ces sources et de ces puits, qui dépendent du temps. Donc un petit état de l'art sur les puits et les sources de méthane. Donc, le méthane va être produit, c'est en anglais par la suite, mais le méthane est produit par 3 processus de formation. Le premier, on va considérer que on appelle ça du méthane biogénique. Ce méthane biogénique, il est produit par la décomposition de la matière organique en conditions anaérobiques, c'est-à-dire dépourvues d'oxygène. Ce méthane, on va le retrouver dans différents écosystèmes inondés ou saturés en eau, tout ce qui est marécages, lacs, côtes, tourbes, mais aussi la riziculture, qui est inondée en eau et qui est une source liée aux activités humaines. On va retrouver cette production de méthane biogénique dans les intestins de certains animaux. Les ruminants, vous les connaissez, il y avait une vache sur l'affiche, mais aussi les termites, que vous connaissez peut-être un petit peu moins bien. Et aussi, on va avoir du méthane biogénique lors de la décomposition de la matière organique dans les déchets solides ou liquides, donc que ce soit les décharges ou les eaux usées. Deuxième type de méthane, c'est ce qu'on appelle le méthane thermogénique. Donc ça va être le méthane qui a été produit sur des millions d'années sous des conditions fortes en pression et en température. Et donc c'est ce méthane qui est libéré soit sur des failles géologiques, soit lors de l'extraction des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, ou lors de la distribution et du stockage de ces énergies. Et dernier type de méthane, c'est ce qu'on appelle le méthane pyrogénique. C'est le méthane qui va être produit lors de la combustion incomplète de matière organique. Donc cette combustion incomplète, vous allez la retrouver dans tout ce qui est feu de forêt, feu de savane, et aussi combustion de ce qu'on appelle le biofuel, c'est-à-dire la combustion du bois, de la tourbe, pour se chauffer ou cuisiner. Alors, ces méthanes, ces sources, elles sont variées. Selon les sources, elles vont être locales ou diffuses. Vous voyez que dans chaque catégorie, vous avez à la fois des sources naturelles et anthropiques. Alors, anthropique, c'est lié aux activités humaines. Et pour certaines, en tout cas, surtout les émissions biogéniques, elles vont être dépendantes de la température et donc sensibles au climat. Alors, comment on fait pour estimer ces sources? Il y a 2 méthodes d'estimation. Première méthode d'estimation, pour tout ce qui est émissions anthropiques, en orange sur la gauche, ça va être, par exemple, des inventaires d'émissions ou des déclarations nationales. L'idée, c'est d'utiliser des statistiques d'activité, la quantité de riz produite, le nombre de vaches, je vous le fais vraiment grossièrement, la quantité de pétrole ou de gaz extrait, et d'appliquer des facteurs d'émission sur ces statistiques et d'en déduire
des émissions en termes de méthane. Pour tout ce qui est feu de forêt, feu de savane, on va utiliser des satellites qui vont mesurer les surfaces brûlées. Connaissant les écosystèmes, la quantité de carbone contenue et quel pourcentage a été brûlé, on va pouvoir en déterminer la quantité, et pareil, appliquer des facteurs d'émission, déterminer la quantité de méthane émise. Pour les sources naturelles qui sont ici en vert, donc les sources naturelles, typiquement ça va être essentiellement tout ce qu'on appelle zones humides, donc c'est les marécages, les tourbières, etc. On a ce qu'on appelle des modèles de surface continentale, dans lesquels on arrive à modéliser les processus d'émission, donc de décomposition de la matière organique dans ces zones inondées, et de modéliser aussi le transport du méthane produit dans les sédiments vers l'atmosphère. On peut aussi utiliser des mesures locales et les extrapoler à l'échelle régionale ou planétaire. Et ensuite, la plupart de ces modèles utilisent évidemment des paramétrisations plus ou moins complexes. Donc ça, c'était pour toute la partie source que je découpe, parce qu'on aime ça, découper en catégories, plutôt en catégories anthropiques et naturelles. Pour les puits, donc je vous ai dit, il y a une partie qui est liée à la destruction dans l'atmosphère du méthane. Donc pour ça, on a besoin de modèles de chimie, dites de chimie-climat, en fait, qui vont modéliser à la fois le transport et un ensemble de réactions photochimiques de centaines de gaz entre eux, et qui vont permettre en particulier d'avoir la destruction du méthane dans l'atmosphère. Et puis, ces mêmes modèles de surface continentale, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettent de modéliser la production de méthane par certains sols saturés en eau, sont aussi capables de modéliser l'absorption d'autres sols pour estimer le puits de méthane. Donc si vous regardez ça, vous comprenez que c'est différentes façons de faire qui sont collées les unes aux autres. Et du coup, on peut, en combinant l'ensemble de ces estimations individuelles, arriver à un bilan des sources d'une part et des puits de l'autre part. Et l'ensemble de ces méthodes, c'est ce qu'on appelle les approches montantes, bottom-up en anglais, parce qu'on part du processus à la surface et on va vers l'atmosphère, vers ce qui est émis vers l'atmosphère. Le problème avec ces approches, et surtout la combinaison de l'ensemble de ces approches, c'est qu'on combine des estimations individuelles qui ne sont pas contraintes et le total n'est pas contraint. Donc le total est relativement décevant, en tout cas à l'heure actuelle. Cependant, ça nous permet d'avoir une première connaissance des émissions de méthane. Et ici, je vous ai représenté les cartes. Donc on peut cartographier chacun des secteurs d'émissions de méthane. Et vous pouvez retrouver alors, les zones de wetland. Vous voyez, donc les zones humides, c'est essentiellement dans les tropiques, un petit peu dans les régions boréales en été. Sur les émissions agriculture et déchets, vous voyez le fort impact de l'Asie pour tout ce qui est riziculture, et puis aussi les autres régions. Et les énergies fossiles, en haut à droite, vous retrouvez les principaux pays producteurs d'énergie fossile, en passant par la Chine pour le charbon, et la Russie, les États-Unis et le Canada pour le pétrole et le gaz essentiellement. Si on regarde les contributions de chacun des puits, là on se rend compte que le puits majoritaire, c'est l'oxydation du méthane par le radical hydroxyle qui est le radical OH. C'est le radical OH dans la troposphère contribue à peu près à 90% de la destruction du méthane dans l'atmosphère. Le reste va être lié à l'oxydation du méthane par le chlore atomique dans la troposphère et dans la stratosphère, et par l'oxydation par l'oxygène atomique dans la stratosphère. Et une toute petite partie de l'absorption par le sol. Deuxième approche, très très compliquée, mais je vais essayer de faire ça avec les mains. La deuxième approche, c'est une approche ce qu'on appelle descendante, top-down. Descendante parce qu'on va utiliser ce qui est dans l'atmosphère, la mesure de concentration de l'atmosphère, pour revenir au sol, au flux, aux sources de méthane à la surface. Donc dans ces approches-là, on utilise, donc je vous ai dit, des concentrations de méthane dans l'atmosphère, donc soit des concentrations d'un réseau de surface que vous voyez ici en bas, alors là vous commencez à voir que c'est un peu éparse, j'en reparlerai tout à l'heure, soit des mesures par satellite, où là on a plutôt une colonne intégrée de toute l'atmosphère d'une concentration intégrée de méthane. Et
ces observations vont être assimilées dans un gros système qu'on appelle un système d'inversion atmosphérique. Et qu'est-ce que c'est que ce système d'inversion atmosphérique? C'est entre guillemets simplement un modèle de chimie-transport, donc un modèle qui va simuler le transport des masses d'air et certaines réactions chimiques. Pour le méthane, on a vu qu'on avait besoin au moins de 3 réactions chimiques, avec OH, Cl et O1D, et qui va être forcé donc, avec une connaissance a priori des sources et puits de méthane. Donc on a besoin de ces approches montantes que je viens de vous parler pour nourrir notre modèle de chimie-transport. Donc notre modèle de chimie-transport, il va prendre en entrée une connaissance a priori des sources et puits, un forçage météo pour distribuer les masses d'air, et dans une phase directe, notre modèle de chimie-transport simule les concentrations de méthane, avec ce qu'on lui a donné en entrée. On va, dans le système d'inversion, comparer les concentrations qu'on a observées aux concentrations simulées. Il y a de très grandes chances qu'elles soient différentes. L'idée de la méthode d'inversion atmosphérique, c'est d'optimiser statistiquement, de modifier les sources qu'on a mises et sources et puits qu'on a mises en entrée, de façon à diminuer la différence observation-simulation. Donc à la fin, c'est un processus itératif, alors selon les méthodes d'inversion, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est d'avoir une solution optimale, statistiquement optimale, de façon à avoir une différence modèle-mesure la plus faible possible, connaissant les incertitudes de chacun de nos éléments, parce qu'on a des incertitudes sur les observations, on a des incertitudes dans notre modèle de chimie-transport, et notre connaissance a priori, c'est un petit peu aussi, ça va servir un petit peu de rappel élastique. On ne peut pas aller trop loin de notre connaissance a priori, mais on lui a donné une petite incertitude. Donc il faut qu'on reste dans une bulle autorisée par rapport à notre connaissance a priori. Et au final, ce type d'inversion va nous donner ce qu'on appelle une estimation top-down, donc descendante, des flux de méthane. Donc vous voyez, l'intérêt de ça, de ce type d'approche, c'est qu'on est contraint par l'atmosphère. Donc le total des sources et puits, enfin la somme nette de ce qui est émis à l'atmosphère est contraint par la mesure atmosphérique. Donc on a une réelle contrainte, on ne peut pas aller dans des sources trop élevées par rapport à ce qui est observé dans l'atmosphère. Par contre, une fois que le méthane est émis dans l'atmosphère, il va se mélanger. Donc le méthane émis par l'extraction des énergies fossiles va se mélanger avec le méthane émis par les zones humides. Et le modèle va intégrer assez rapidement. Donc ce type d'approche, il va être plutôt bon pour avoir une idée du total d'émissions, du flux net, et avoir plutôt des difficultés pour séparer les secteurs. Donc un petit peu tout l'enjeu, en fait, effectivement, c'est d'utiliser ce type d'approche pour réussir d'une part à séparer le naturel de l'anthropique, et puis aussi à séparer les différents secteurs. Une autre limite, c'est les observations, en particulier en utilisant les réseaux de surface. Alors, l'intérêt des réseaux de surface, c'est que c'était depuis les années 80. Par contre, il y avait assez peu de mesures sur les 10-20 premières années. Donc, et même actuellement, il y a quand même des régions qui sont très peu échantillonnées, en particulier les tropiques, alors que c'est là où on a les principales émissions de méthane. Donc avec ces différentes approches, on arrive à avoir une estimation des sources et puits de méthane. Il y a un projet qui s'appelle, peut-être, sans doute pas, vous n'en avez pas entendu parler, le Global Carbon Project, qui vise à mettre à jour régulièrement le cycle, le bilan. Ça a commencé avec le CO2, le dioxyde de carbone. Tous les ans, le Global Carbon Project soumet le bilan des sources et puits de CO2. Dans les années 2010-2011, on a commencé aussi avec le méthane. Et depuis, on a soumis 3 fois le bilan. Donc on ne le fait pas tous les ans. On est plutôt à un rythme tous les 3 ans en ce moment. Et donc, ce que je vous présente ici, c'est le dernier bilan qui a été publié en 2020 et qui, malheureusement, s'arrêtait en 2017. Donc là, c'est des moyennes sur une décennie, 2008-2017. Donc c'est la même affiche que tout à l'heure, et vous avez les estimations des deux approches, montante bottom-up et descendante top-down. Pour 5 grandes catégories, les énergies fossiles, l'agriculture et les déchets,
la combustion de biomasse ou de biofuel. Donc ça, c'est tout ce que je mets dans émissions anthropiques. Donc les émissions anthropiques, actuellement, c'est 60% des émissions totales globales de méthane. Les 40% naturels, c'est essentiellement lié aux zones humides. Et aussi les termites, j'en ai parlé, des émissions géologiques, des émissions océaniques, donc à la fois géologiques et biogéniques, les animaux, les lacs, les rivières, etc. Alors, ce qu'on voit, c'est que sur les émissions anthropiques, on est à peu près d'accord parce qu'on est un peu dépendants les uns des autres. Par contre, ce que vous pouvez voir aussi, cependant, c'est que sur ce qu'on appelle autres émissions naturelles, donc autres que les zones humides, là, on a un très très fort désaccord. Très très fort désaccord, on passe de 222 en estimation montante à 37 en estimation descendante. Et ce très fort désaccord, il vient, c'est ce que je vous ai mis dans le tableau à droite, de tout ce qui est freshwater, c'est-à-dire les eaux douces continentales, donc lacs, rivières, réservoirs, étangs, etc., où là on a beaucoup de mal à avoir des estimations. Et en tout cas, les estimations actuelles sont extrêmement surestimées par rapport à ce que nous, on peut voir de l'atmosphère. Parce qu'avec, alors je dis nous, c'est parce que je fais de l'inversion atmosphérique, donc je suis très biaisée. Avec l'inversion atmosphérique, on est contraint par l'atmosphère. Donc avec l'inversion atmosphérique, je peux vous dire qu'on ne peut pas mettre 222 téragrammes d'émissions de méthane par les sources naturelles. Et vous voyez aussi qu'il y a une incertitude non négligeable sur les puits de méthane, et en particulier sur la chimie atmosphérique qui est en jeu. Donc il reste du travail, fort heureusement, je saurai quoi faire dans les années à venir, mais du coup voilà. Donc je vous ai présenté le bilan mondial, là je l'ai redécoupé par région, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une idée régionalement où se situent les émissions. Alors on ne va pas regarder en détail. On a découpé le monde en régions et de la même façon, je vous présente les deux approches. Alors à chaque fois, pour chaque couleur, vous avez deux barres. La première, c'est pour les approches descendantes, top-down. La deuxième serait pour l'approche montante, bottom-up. En vert, c'est les zones humides. En marron, c'est les énergies fossiles. Et en bleu, c'est agriculture et déchets. Alors ce qu'on peut voir déjà, c'est que selon les régions que vous regardez d'intérêt, la répartition entre énergie naturelle et émissions naturelles et émissions anthropiques va varier fortement. Les émissions naturelles par les zones humides, vous allez les retrouver essentiellement dans les tropiques et les zones boréales. Et ce que vous pouvez voir, c'est que la plage de valeur que je vous donne ici, c'est le minimum maximum de nos estimations, et le point, c'est la moyenne, ou la médiane. J'ai mis la médiane. Du coup, j'allais dire notre marge de progression est grande, vu l'incertitude qu'on a actuellement, aussi bien du côté bottom-up que du côté top-down. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des grandes incertitudes liées à toutes les eaux continentales, les eaux douces continentales. Donc comment estimer les émissions de méthane par les eaux douces continentales? Clairement, on a besoin, généralement on fait les émissions, ça va être égal à multiplication de deux produits. Le premier produit, c'est la surface concernée de chaque surface de marécage, surface d'étang, quel type d'étang, surface du réservoir, surface des rivières, quel type de rivière, et multiplié par ce qu'on appelle une densité de flux d'émissions. Densité de flux d'émissions qui va effectivement dépendre de plein de paramètres, dont la température, la matière organique disponible, la contenu en carbone, j'ai laissé en anglais, pardon. La profondeur du lac, ça dépend de la profondeur du lac, la quantité, la profondeur de la quantité d'eau dans le sol, etc. Et donc, l'objectif, c'est quand même d'avoir des estimations pour les zones humides, pour les lacs et étangs, pour les réservoirs, pour les rivières et les courants. On a ces estimations. Donc on a des exemples, on a des produits qui nous donnent la surface de zones humides sur une carte. On a aussi même une dynamique, en fait. On a des surfaces mensuelles, donc on peut voir sur plusieurs aussi années. Donc on peut voir les variations mensuelles, les variations interannuelles, les tendances de ces surfaces. On a des estimations des émissions par les lacs et les étangs.
on a effectivement des estimations des émissions de réservoir, des surfaces de réservoir à laquelle on applique un facteur d'émission en fonction du réservoir. On a aussi une estimation, alors pour les rivières, c'est plutôt basé sur des mesures locales, pas de la modélisation. Enfin, je dis pour les lacs et les réservoirs, je pense que c'est quand même plutôt de l'extrapolation de mesures. Donc on a ces différents éléments puisqu'on arrive à les sommer. Par contre, actuellement, elles sont indépendantes, ça j'ai dit, mais en fait elles sont indépendantes en termes de surface déjà. Parce que chacun fait son étude dans son coin, parce que le méthane, il y a beaucoup de sources, donc c'est quand même finalement très communautaire. Et les communautés, on essaye de les rapprocher. Et effectivement, là l'idée c'est d'avoir en fait une surface, enfin une carte de surface qui dise clairement qu'est-ce que c'est. Ici, j'ai tant de pourcents de zone humide dans tel pixel, tant de pourcents de lacs, tant de pourcents de rivières. Et après, à partir de cette carte cohérente des différentes surfaces, pouvoir estimer les émissions. Et on n'en est pas encore là à avoir cette carte cohérente des surfaces. C'est en cours. Donc avoir cette carte cohérente des surfaces, ça permettrait d'éviter ce qu'on appelle le double counting, le double comptage d'une même surface dans différentes communautés d'écosystèmes. Et du coup d'améliorer les estimations. Donc on a besoin d'une meilleure définition des surfaces, parce que on n'est pas tout à fait d'accord sur qu'est-ce qu'est une zone humide, et puis il y en a différentes sortes, à quel moment le lac commence, le lac s'arrête. Après, il faut aussi une bonne imagerie satellite aussi pour définir ça. Donc il faut aller vers de la plus fine résolution. On veut aussi avoir de la dynamique, pas seulement une carte statique valable pour 20 ans, parce que là, on veut savoir comment ça varie dans le temps, parce que ces sources, en fait, elles sont biogéniques, et au tout début, je l'ai dit que c'était sensible au climat. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on voit une sensibilité au climat de ces sources? Alors, il y a plein de spéculations, mais l'idée, c'est que vraiment, pour savoir, en fait, il faudrait déjà connaître la surface, voir comment cette surface, elle évolue, et puis après, modéliser les émissions par-dessus et voir si on a un impact du climat. Donc on a un besoin d'une distribution cohérente pour l'ensemble de ces écosystèmes, et puis aussi d'améliorer les modélisations et les paramétrisations qui sont en jeu et qui sont différents dans chacun de ces systèmes. Donc un gros travail est en cours dans la communauté, et les communautés aussi se rapprochent. Donc c'est ça qui était important pour le Global Carbon Project, dans le cadre du méthane, c'était vraiment de rapprocher les communautés, de mettre à plat tout ce qu'on a, et les problèmes, et d'essayer de les résoudre et de créer des projets collaboratifs pour déverrouiller tout ça. L'autre incertitude dont je vous ai parlé, c'est la chimie dans l'atmosphère. Alors, je crois que j'ai mis que deux diapos là-dessus, parce qu'on pourra aussi en parler pendant des heures. Donc, je vous ai dit, OH, c'est le principal oxydant du méthane, 90% de son puits. Donc, OH, c'est un radical très réactif, son temps de vie dans l'atmosphère, c'est 1 seconde. Donc autant vous dire que pour le mesurer, c'est très compliqué, même s'il y a des mesures sur des campagnes ponctuelles, mais ça reste très compliqué. Et il est produit par la photolyse de l'ozone en présence de vapeur d'eau, donc il va dépendre de la quantité de vapeur d'eau. Donc on va surtout en produire dans les tropiques, parce qu'on a plus de photolyse de l'ozone, parce que plus de rayonnement, et aussi plus de vapeur d'eau. Donc c'est pour ça que les cartes que je vous montre ici, donc il y en a pas mal, 15, non, 13, 14. C'est différentes simulations de différents modèles de chimie-climat qui va produire leur carte d'OH, donc en moyenne dans l'atmosphère, dans la troposphère. Donc ce que vous pouvez voir, c'est l'échelle. Alors c'est la même échelle de couleur, mais vous pouvez voir les différences de distribution et la différence d'amplitude. Donc on a effectivement une grande plage d'incertitude sur cette distribution et cette amplitude. Et l'idée, c'est que si on prend chacun de ces champs de OH et qu'on le met dans notre système d'inversion, on contraint en fait le puits à un certain niveau. Donc si on contraint le puits à un certain niveau, comme on a toujours les mêmes concentrations, si on met un puits plus petit pour avoir les mêmes variations de concentration, on va avoir des émissions plus petites. Si on met un puits plus fort, on va autoriser des émissions plus fortes. Donc finalement, on montre que la quantité d'émissions dérivées de notre système d'inversion, elle est linéaire en fonction de la quantité moyenne
troposphérique de OH. Et on a une plage de valeur relativement importante si on utilise chacun de ces modèles. Alors on peut se dire qu'on enlève les deux du haut, qui semblent un petit peu en dehors de la plage de valeur des autres, mais n'empêche, avec un seul modèle d'inversion atmosphérique, on a la même plage de valeur que les modèles qui sont utilisés dans le bilan top-down que je vous ai montré tout à l'heure. Donc différents systèmes de transport et essentiellement le même OH. Donc ces 10-15% d'incertitude sur la quantité de OH globale, elles se transfèrent directement en 10-15% d'incertitude sur la quantité d'émissions totales à l'échelle mondiale. Et ce que je ne vous ai pas présenté pour la suite, parce que ça va un peu compliqué, mais vous avez vu tout à l'heure, c'est dans l'autre sens, la variation de la distribution régionale de OH. Ça veut dire que quand bien même on aurait la même quantité de OH à l'échelle globale, si on le distribue différemment, on va avoir une destruction de méthane qui ne va pas se situer au même endroit. Et donc le système d'inversion ne va pas proposer la même distribution régionale des émissions. Donc on a aussi une incertitude de la distribution spatiale de OH qui se répercute sur la distribution spatiale des émissions de méthane. Plus, c'est pareil, on a une grande incertitude sur les variations interannuelles et aussi les tendances de OH. On a besoin en fait de savoir quand même, avec une incertitude plus faible que ce qu'on a aujourd'hui, comment varie OH d'une année sur l'autre. On sait que OH est très sensible aux phénomènes climatiques El Niño, La Niña, ce qui va être très sensible à la quantité de CO, à la quantité de feu de biomasse du coup. Ça va être sensible à des paramètres météorologiques. Mais c'est aussi sensible à l'ozone, qui lui est sensible à ses précurseurs, qui sont le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, etc. Du coup, on a une complexité de la photochimie de OH qui rend très difficile l'interprétation et l'obtention des variations interannuelles et des tendances de OH. Et on a besoin, en fait, si on veut avoir une bonne estimation des variations et des tendances des émissions de méthane, on a besoin de mettre en entrée une variation des émissions de OH correctes, ce qu'on ne fait pas encore vraiment pour le moment, parce qu'on ne sait pas... alors, ça s'est développé là, ces dernières années, différentes bases de données pour avoir des variations interannuelles et tendances de OH, mais ces bases de données ne sont pas forcément en accord pour faciliter les choses. Donc, ce qui nous intéresse quand même, c'est les variations récentes de méthane. Dans le cadre actuel, on veut savoir pourquoi le signal dans l'atmosphère augmente autant que ça. Et on veut savoir quelles sont les sources responsables. Et on veut savoir aussi si c'est les émissions naturelles, et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Peut-être pas trop. Ou si c'est surtout les émissions anthropiques. Donc pour faire ça, on veut aussi connaître quel secteur. Donc pour ça, on va essayer d'aller vers la séparation des sources en donnant un petit peu plus d'informations à notre système d'inversion atmosphérique. Cette information en particulier, elle peut venir de l'isotope stable du méthane, du carbone 13. Et en fait, en premier ordre, si on regarde les sources, les signatures isotopiques des sources, donc je vous ai donné 3 grands types de sources tout à l'heure, thermogéniques, biogéniques, pyrogéniques. Si on regarde un petit peu de loin, finalement, la source biogénique, elle est assez appauvrie, à moins 61 pour 1000 en C13. La source thermogénique, elle est un petit peu plus riche, en gros, moins 45. Et la source pyrogénique, elle est beaucoup plus lourde, plutôt à moins 27. Donc ça, c'est quand on... Et donc, on se dit, si on utilise ce C13, en fait, on va pouvoir, effectivement, apporter de l'information au niveau sectoriel. Et ça va être important parce que, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe cela. Je vous ai montré en haut les variations du méthane. Et en bas, c'est les variations du signal isotopique. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce signal isotopique? Au début, dans les années 80, 90 jusqu'aux années 2000, cette quantité de C13 a augmenté parce qu'effectivement, on a augmenté. Donc le signal est devenu plus lourd, lié à l'augmentation des émissions thermogéniques. Stabilisation aussi dans les émissions 2000.
Et puis, à partir de 2006, c'est un peu aussi la surprise, diminution du signal isotopique en C13. Donc, associé à l'augmentation de CH4 à partir de 2007, on a un déclin en C13. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, visiblement, on change les proportions, le mix des sources par rapport aux périodes précédentes. Donc, ça veut dire on a besoin aussi de comprendre pourquoi on a à la fois une augmentation du CH4 et une diminution du C13. Est-ce qu'on peut envisager une baisse du fractionnement isotopique sur toutes les sources? Sans doute pas. Est-ce qu'on envisage, ça veut dire quoi? Une augmentation des émissions biogéniques? Mais les émissions biogéniques, est-ce que c'est du naturel, les zones humides? Est-ce que c'est de l'agriculture et du déchet? Parce que c'est aussi des biogéniques avec des signatures assez proches. Est-ce qu'on peut envisager une diminution des émissions thermogéniques? Je vous laisse réfléchir à cette question. Et finalement, si on envisage une diminution des émissions pyrogéniques, comme ils sont très très lourds, ça peut avoir un impact sur le système. Du coup, il y a eu plein d'études. Chacun a regardé la fenêtre, le dehors par sa fenêtre. Et donc, il y a eu plein d'études et plein de solutions différentes. Pas vraiment un consensus encore à l'heure actuelle, mais je pense que la vérité est un petit peu partout. Il faut prendre un petit peu de chacun. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'il y aurait une augmentation des émissions biogéniques, essentiellement dans les tropiques. Donc il y a des gens qui mettent ça aussi un petit peu plus sur les zones humides que sur l'agriculture et les déchets, sauf que j'ai un collègue qui aime à dire qu'une vache, c'est un marécage marchand. Ouais, il est britannique. Il est drôle. Mais par contre, on a quand même des études qui montrent qu'on a une augmentation des émissions thermogéniques. Donc, augmentation des émissions thermogéniques, on augmente la quantité de C13, ça ne va pas avec notre signal, tout ça. Et l'idée géniale, et ce qui sans doute se passe, c'est qu'en même temps, on a une diminution des émissions pyrogéniques. Et comme c'est très lourd, l'impact sur le signal est important. Donc, ce qu'on a montré, nous, c'est une étude là, que j'ai entourée, qui donne effectivement des croix presque partout. C'est un petit peu un mélange de tout ça. Et donc l'idée, c'est qu'on a montré qu'entre la période de stabilité, 2000, 2006 et 2017, la dernière année de notre bilan, on a une augmentation mondiale, ce qui est ici au milieu, à peu près